On en connaît plus d'1 million d'espèces et il en reste sans doute plusieurs centaines de milliers d'autres à découvrir. Ils ont traversé le temps, colonisé les espaces terrestres, aériens et aquatiques. Ils se caractérisent par leur nombre de pattes, 6 en tout. Ces petits êtres vivants, à la carapace de chitine, aux ailes multicolores, aux élytres protectrices, aux mandibules acérées, ces petites choses, ces insectus, ils sont partout. Si petits, si différents, si effrayants parfois, quel intérêt finalement à les observer? Cette science de l'insecte s'appelle l'entomologie. En France, elle est pratiquée par un nombre restreint de passionnés qui, à longueur d'année, souvent à 4 pattes, cherchent à comprendre ce monde miniature. Léon Roger est l'un d'entre eux. Il vit en Haute-Garonne, dans la région du Volvestre. Mon métier tourne bien sûr autour du monde des insectes. Ça part d'une passion, mais j'en fais avant tout un outil de transmission de connaissances. Donc mon métier, c'est plutôt écrivain, auteur de livres entomologiques. Alors ma passion vient de très très longtemps. Je crois que depuis toujours, je me suis intéressé aux insectes. Depuis tout petit. Mes parents me racontent que déjà quand on pique-niquait à la campagne, sur le drap de pique-nique, je savais à peine marcher, je cherchais à attraper les mouches et les insectes qui passaient. Donc je pense que ça vient de très loin. Mais mon vrai coup de foudre avec l'entomologie, je crois qu'il vient du jour où mon père a sorti d'une armoire à linge, correctement emballée, des boîtes d'insectes qu'il avait fait à l'époque où il était instituteur, dans l'Allier. Et comme je suis un enfant du nord de la France, les insectes qu'il a sortis à ce moment-là, sous mes yeux, m'ont véritablement emballé. Il y avait de grands pans de nuit, il y avait des frelons, il y avait des libellules de grande taille, des espèces qu'on ne trouve pas dans le nord de la France. Et je crois que j'ai eu un coup de foudre pour la faune sauvage entomologique à ce moment-là, et je me suis toujours juré de m'y intéresser, sans peut-être me le dire vraiment, mais le résultat est là. J'ai autour de moi cette fameuse faune que j'ai vue ce jour-là. Alors ici, on va chercher les uromènes, voilà. Allez, en position tout à fait de repos. Il prend le premier soleil du matin, là. L'uromène à cou rugueux, qui est une sauterelle. Alors c'est un insecte qui n'est pas rare du tout, hein. On le trouve en cette saison, donc août-septembre, de façon extrêmement abondante. On peut en trouver une au mètre carré pratiquement. Et elle affectionne spécialement tous ces buissons, toutes ces plantes hautes exactement. Ici on a affaire au panais, donc un cousin de la carotte sauvage, qui est en graines en cette saison, fin de floraison et en graines en cette saison. Et donc cet insecte qui est essentiellement un petit carnassier se nourrit d'autres petits insectes et vit caché et chante d'ailleurs à partir de la fin de l'après-midi pour une bonne partie de la nuit, de façon très assourdissante dans les prairies ensoleillées. Non loin de là, petite scène ordinaire de la prairie à l'heure du déjeuner. L'araignée Argiope attend patiemment que ses provisions tombent dans son caddie de toile. Un petit criquet vient de sauter dans la toile de l'argiope et donc l'argiope n'a pas raté son coup. Immédiatement elle l'a capturé. Visiblement elle n'avait pas faim. Donc quand c'est comme ça, elle le pique, elle injecte son venin à l'intérieur, ce qui l'immobilise et à la fois permet la conservation de l'intérieur de l'insecte. Et elle le mangera dans la journée plus tard quand elle aura le temps et quand elle en aura envie surtout. Donc l'insecte est là emmailloté et en quelque sorte conservé pour quelques heures. Pour comprendre l'insecte, il faut tout d'abord changer ses échelles de grandeur, penser différemment, penser insecte. Une prairie deviendra alors un océan de verdure, un fossé, un abîme, quelque chose d'incompréhensible pour nous. L'insecte représente 95% du monde vivant, du monde animal tout au moins. Dans une prairie comme ici, on peut compter jusqu'à 80 espèces végétales différentes. Par contre, en nombre d'insectes, ça se compte en plusieurs milliers. Donc on a tout de suite une échelle différente. Alors, les espaces dégagés se prêtent particulièrement à la vie de la menthe religieuse, qui est un des plus gros insectes qu'on peut trouver dans la région. Donc une carnassière évidemment dont la réputation n'est plus à faire. La menthe religieuse qui a des yeux extrêmement développés, qui est donc une chasseresse et qui repère ses proies à la vue. Elle repère en fait le déplacement de ses proies et elle les capture à l'aide de ses pattes antérieures, qui sont des pattes prédatrices, qu'elle tient jointes. C'est pour ça qu'on l'appelle la menthe religieuse, parce qu'elle fait croire, enfin elle fait penser un peu à une nonne en train de prier. En plus la pauvre
pour elle, si j'ose dire, le fait de manger son mâle, après et même pendant l'accouplement, ce qui est assez rare chez les mantes religieuses exotiques, mais ce qui est quasiment systématique chez cette espèce européenne. Alors on regarde les insectes et la menthe religieuse nous regarde, mais je ne suis pas sûr qu'il passe grand-chose dans ce regard. Nous, on a un regard, bien sûr, qui peut être admiratif, qui peut être horrifié, qui peut être interrogatif. Mais malheureusement, les insectes ne sont pas parmi les animaux qui ont une communication interspécifique très développée. C'est-à-dire qu'avec nous, bon, il n'y a pas grand-chose qui passe de leur côté. Elle doit s'interroger sur ce que c'est que cette grosse masse qui se penche sur elle, qui bouge, parce qu'autour d'elle, d'habitude, ce sont des petites proies qui bougent et non pas des gros éléments du décor. Très peu de menthes ont la chance ou l'inconvénient de rencontrer un humain dans leur vie. Sur cette prairie, il y a peut-être 100 ou 150 menthes religieuses, et il y a peut-être 4 ou 5 passages d'entomologistes qui vont avoir lieu pendant la vie des menthes, pas plus. Donc la plupart des insectes vivent en ignorant complètement ce que c'est que l'homme et ce que c'est que même un gros animal, ça c'est tout à fait évident. Ils ont leur monde à eux qui est assez restreint, dans lesquels ils ont des réactions très automatisées, très spécialisées. Peut-être trop spécialisé pour une nature que l'homme cherche à tout prix à quantifier, planifier, unifier. L'insecte est une toute petite particule insignifiante en tant que telle. C'est sa multitude et sa diversité qui le rendent fort. Mais pourquoi prêterions-nous attention à un papillon ? Ce papillon est un papillon qui malheureusement est en train de devenir de plus en plus rare dans les coteaux, dans nos coteaux. On le trouve par contre en abondance encore dans la basse montagne et moyenne montagne. C'est ce qu'on appelle le tabac d'Espagne, à cause de sa couleur tout simplement. C'est un joli papillon et il est en train donc de butiner là une fleur de cardaire. Alors le cardaire est très commun, la violette qui est la plante nourricière de sa chenille est extrêmement très commune. Et donc on se demande pourquoi il est en voie de régression. C'est à penser certainement que c'est une espèce qui doit être agressée ou dérangée par l'activité humaine. Et on le voit quand même pas très couramment ici. La nature est quelque chose d'admirable, on en fait partie et on n'a pas plus d'utilité en tant qu'humain qu'un criquet, qu'un brin d'herbe, qu'un arbre. On fait partie d'un ensemble qui est équilibré. Alors si on veut s'en extraire, il va falloir trouver un équilibre seul, mais pour l'instant la nature seule est capable de donner un équilibre naturel. L'homme n'a jamais réussi à maintenir seul un équilibre sans la nature. C'est une leçon à tirer. Peut-être qu'un jour il y arrivera, mais pour l'instant je ne sais pas par quel bout il faut prendre les choses. Un bac à vache. Allez voir les insectes qu'il y a dans le bac à vache. L'entomologiste n'est jamais à court d'observation. En fonction des espèces qu'on va y trouver, on saura si c'est un bac à vache qui est installé depuis 6 mois ou si l'eau a été mise simplement il y a 4-5 jours. Là, visiblement, elle y est depuis pas longtemps, puisqu'on ne trouve que 2 espèces d'insectes qui sont des larves de moustiques, qui viennent immédiatement dès que l'eau est installée. Et par contre, il n'y a rien d'autre. Alors c'est vrai que c'est important que les insectes en général soient connus, parce que par leur quantité, ils indiquent la richesse et la qualité des milieux, et surtout le niveau de dégradation des milieux par rapport au niveau initial, quoi. Alors d'où l'intérêt de l'entomologie et des entomologistes évidemment, c'est qu'on n'est pas assez nombreux, on est très peu nombreux sur la Terre. En France, on ne compte que 3000 personnes qui s'intéressent aux insectes, alors que je ne sais plus combien de milliers il y en a qui s'intéressent aux oiseaux. Il y a 317, 320 espèces d'oiseaux nicheurs en France, et il y a quelque chose comme 40 000 espèces d'insectes en France, sans compter tous ceux qu'on va encore découvrir. Tout l'intérêt de l'entomologie est là. Pouvoir comprendre et protéger tous ces petits bio-indicateurs naturels. Mais ce monde de recherche est mal connu, très peu soutenu. La motivation doit être grande pour entamer une vie d'entomologiste. À moins que ne se cache derrière le discours scientifique de Léon un intérêt plus simple, plus immédiat pour lui. Voilà notre petit satyre de la menthe. C'est une source d'équilibre, la nature. On peut trouver son équilibre dans quantité de choses, dans le cinéma, dans le théâtre, dans la vie en ville, dans le sport, mais le trouver dans la nature, c'est quelque chose de totalement gratuit, de perpétuel, d'éternel. Maintenant, 99,9% des gens, quand ils trouvent un insecte, à part que c'est un insecte, et encore, où commencent ou s'arrêtent les insectes, les gens ne le savent pas toujours, n'ont pas grand-chose à dire, à part attention, ça pique, ou laisse, c'est sale, ou bon.
C'est très dommage, quoi. C'est très dommage parce que c'est une source d'émerveillement. S'émerveiller, tout simplement. C'est une notion un peu désuète dans notre société d'aujourd'hui. Pour l'heure, Léon est à la recherche d'une libellule que l'on a signalée au lac du Carlabaille. Ça l'intrigue, je suis sur son territoire, donc elle passe, elle repasse, elle essaye de voir ce que je veux. Ça la dérange que je sois là. Donc voilà, on n'a pas de chance. Parfois, une fois qu'elle est effrayée, si on la rate. Alors ça, c'est la plus grande libellule d'Europe, qui porte bien son nom, Anax empereur, l'Anax imperator. Ça, c'est le mâle, qu'on reconnaît à son abdomen bleu, la femelle ayant l'abdomen plutôt verdâtre. Voilà. Alors elle est en parfaite santé là, elle n'est pas du tout choquée. Voilà, et si je lâche les doigts, elle s'envole. Ce sont des chasseurs donc, des animaux qui chassent en vol, qui repèrent leur proie. Bon, ça c'est pas celle que je cherchais. Celle que je suis venu chercher, c'est... Ben voilà, si le vent tombe, c'est parfait. On va venir voir des... Voilà, il y en a là-bas, des Crocotémis erythrea. Une belle libellule dont le mâle est complètement rouge et la femelle, elle est brunâtre. Ils vont venir pondre devant nous. Ça c'est toujours un moment émouvant parce que voilà, c'est Hemianax effipigère, voilà, donc c'est une espèce qui gagne du terrain dans son aire de répartition année après année, qui a démarré comme étant méditerranéenne et qu'on retrouve maintenant un peu partout. Enfin un peu partout, elle n'est pas encore dans toute la France, mais... Et ici c'est la première fois que je le vois, au lac du Carlabaille, donc je ne la connaissais pas avant, et pourtant j'y viens tous les ans. Voilà, c'est superbe. C'est une donnée qui sera donc rendue publique et qui sera confrontée d'ailleurs avec d'autres données. Il y a certainement eu des prises identiques dans la région, dans d'autres petits lacs. Alors l'insecte me fascine. L'insecte est une mécanique parfaite et chaque pièce est parfaitement étudiée, sa forme, sa taille, sa couleur, son usage, sa mobilité, pour que l'insecte puisse faire tout ce pourquoi il est fait. Et l'insecte dans la nature est fait pour des choses bien précises. L'insecte ne peut vivre qu'à une époque précise, ne peut vivre qu'à un endroit précis, ne peut manger que certaines choses précises. Et si on lui modifie un de ces éléments, l'insecte disparaît. Donc l'insecte est abondant, chaque espèce a un rôle particulier, mais chaque espèce est rapidement menacée aussi par la modification de son environnement. Bien plus que les oiseaux, bien plus que les animaux supérieurs, qui eux ont quand même une certaine faculté d'adaptation. Les insectes ne le peuvent pas, ils disparaissent très vite, un peu comme les plantes d'ailleurs quand l'écosystème est modifié. C'est probablement une larve de grande libellule. On voit ici le fourreau des ailes. Les ailes se sont gonflées quand la larve est sortie de l'eau. On voit l'emplacement des yeux, parce que la larve est tout aussi chasseresse dans l'eau que peut l'être l'adulte dans l'air. On voit ici les pattes qui servent à marcher, à s'accrocher dans la végétation aquatique. Et ici à l'arrière, ces trois pointes encadrent une espèce de tuyère. C'est en fait l'ampoule rectale de l'animal. C'est par là qu'il défèque, mais pas seulement. Il est capable également d'aspirer de l'eau dans son ampoule rectale et il se déplace à la manière d'un avion à réaction. Quand il est dérangé, il contracte son ampoule rectale et il file telle une torpille dans l'eau. Et c'est une larve qui peut se déplacer donc très rapidement entre la végétation aquatique quand elle est dérangée, effrayée par un poisson qui veut l'attraper par exemple. La nature est bien faite à un moment donné. Il n'y a plus de dinosaures sur la Terre parce que les dinosaures n'ont plus leur place, mais à l'époque des dinosaures, la nature était bien faite aussi. Donc on ne voit en quelque sorte que ce qui survit, que ce qui existe au sein d'un équilibre qui ne cesse d'évoluer au cours des temps, mais à sa vitesse, pas à la vitesse que l'homme veut lui imprimer. Alors on est ici sur une barre rocheuse qu'on appelle une kère dans la région. Ce sont des barres calcaires comme ça qui coupent le paysage, qui sont toujours pareil, c'est le piémont pyrénéen, ici c'est les contreforts des Pyrénées. Donc on a par là la vallée de la Garonne avec la vallée de la Rise. De l'autre côté on a la vallée du Volpe, petite rivière qui descend donc
des contreforts des Pyrénées. Et cette barre calcaire est exposée donc ici en pleine chaleur. Et c'est une zone originale puisqu'on y trouve une végétation quasi méditerranéenne. C'est un spot de végétation méditerranéenne. Alors, je voudrais simplement photographier cette tarentule des prés là. La tarentule des prés va-t-elle sauter à la figure de notre entomologiste? Non, elle prend la pose. Notre aversion pour les insectes ne viendrait-elle pas simplement de la peur de l'inconnu? Nous avons tous des a priori qui nous font craindre à chaque instant la fameuse piqûre. Je crois que tout le monde a peur de l'inconnu, on a tous des choses que l'on craint. Tant qu'on ne connaît pas, effectivement, la réaction naturelle de l'espèce animale que nous sommes, c'est d'avoir peur. Très très peu nombreux sont les insectes qui véritablement peuvent causer des dégâts à l'homme. Ce qu'il faut vraiment craindre, c'est plutôt les nuages de sauterelles ou bien les insectes qui vont donner des maladies, plutôt que les insectes qui peuvent piquer, surtout dans nos régions, où ici, sortis des guêpes, des abeilles et quelques moustiques qui nous créent des inconvénients, il n'y a pas véritablement d'espèces dangereuses ici, il n'y en a pas du tout même. Cette superbe petite montgolfière retournée là, c'est la ponte de l'araignée argiope. Cette belle araignée jaune, argentée et noire là. C'est-à-dire que l'araignée va déposer ses œufs au sein de ce cocon montgolfière retourné. Les œufs vont passer tout l'hiver et au printemps prochain, les minuscules araignées vont essaimer, sortir et coloniser toute la prairie. Et elles vont grandir en 2 mois et demi de temps. Je ne sais pas le temps qu'il me reste à vivre, mais il sera bien rempli. C'est clair, quand je vois tout ce qu'il y a à apprendre, je serais plutôt inquiet d'être enfermé quelque part où on me dirait, ben voilà, tu n'as plus rien à apprendre, tu n'as plus rien à savoir, tu te contentes de ce que tu as, de ce que tu sais. Alain Roujas, un autre entomologiste de la région, est dans le même cas. Il préfère de beaucoup un travail de terrain, au point d'avoir choisi de vivre au milieu des bois dans une ancienne bergerie aménagée. Ici, on est dans un endroit qui s'appelait le bocage. Et en réalité, tout ce qu'on voit en forêt là actuellement, ben, c'était des prairies. C'était du bocage, du système bocage, avec les haies et puis beaucoup d'élevage. Alors que maintenant, ben, je suis en train de vivre le paradoxe du naturaliste. Là. En réalité, d'un côté, je me bats pour que la forêt tropicale continue d'exister, et en même temps, ici, je me bats pour empêcher la forêt de réenvahir les milieux. Ici, là, cette prairie, elle est complètement fabuleuse au printemps. On y trouve là 22 espèces d'orchidées. Et en quantité en plus, c'est vraiment fabuleux. Mais ce milieu, il est en train de se refermer. Ça veut dire un milieu qui se referme, contrairement à ce qu'on pense, la forêt. C'est pas hyper riche, quoi. C'est un milieu qui est riche, mais c'est pas le plus riche. Le plus riche ici, c'est l'espace ouvert dans la forêt. Ça, c'est fabuleux. Et là, il y a le maximum de biodiversité, c'est ici, quoi. Alors là, j'utilise une technique qu'on appelle le battage. C'est ce qu'on appelle un parapluie japonais. Et on frappe sur les branches basses des arbres, branches mortes, et puis on y trouve plein d'animaux. Alors là, bah, il devait y avoir du puceron parce qu'il y a beaucoup de coccinelles. Et surtout, on va essayer de repérer des petits insectes qui s'attaquent aux rameaux morts des arbres. Alors là, a priori, il n'y en a pas. Voilà, on voit plein de petits insectes hein, qui vivent là-dessus. Des fourmis, beaucoup. Et on va essayer de frapper sur du pin. Là c'est avec le porte, une panorte. Alors ici il y a beaucoup plus d'hémiptères, des punaises, des araignées, des blattes, le fameux cafard, mais cette espèce-là ne vit pas dans les maisons, hein, comme la grosse blatte qui est une tropicale. Ah, voilà un huule.
Ça c'est un myriapode. Ce n'est pas un insecte. Hein. Insecte 6 pattes toujours. Ah, les yules à pattes blanches. Il y en a beaucoup sur les résineux. Là il n'y a pas beaucoup d'insectes. Mais grâce à ce système-là, on va arriver à repérer des espèces qu'on ne voit pas. On ne les voit jamais. Elles sont toujours dans les petites branches comme ça. Et comme ça, on a diverses techniques qui nous permettent d'inventorier des endroits différents. Alors moi, je travaille pour une association qui s'appelle l'OPI, Languedoc-Roussillon. C'est une association qui fait de l'information sur l'insecte. C'est-à-dire on va sensibiliser les publics en général, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, à la thématique insecte. Mais quand je travaille en inventaire, c'est-à-dire que je fais mon boulot d'entomologiste, moi je suis un peu plus branché sur les insectes du bois, sur les insectes forestiers, et notamment les cérambycidés, tous les saproxylophages. Saproxylophages, ça veut dire qu'ils mangent du bois en décomposition. Ici, il y a la tempête qui a soufflé au mois de décembre, et du bois, il y en a plein. Donc là, les insectes vont commencer leur boulot de recycleur. L'entomologie, moi j'y suis rentré, j'y suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est pas difficile puisque j'avais 9 ans quand j'ai commencé cette histoire-là. J'ai eu la chance d'avoir en 6e un prof de sciences nat qui a vu que je m'intéressais à ça. Et puis on est allé se balader avec lui, avec les 2 autres copains, 2 frères. Et puis petit à petit, comme ça, en rencontrant d'autres entomologistes, on s'est formés. Nous sommes formés, nous sommes des autodidactes en réalité. Voilà du xylophage. Voilà ce qu'on appelle un capricorne. Ah, il s'accroche bien avec les pattes. Voilà. Ah, il essaye de me mordre, bien évidemment. Ah, capricorne, hein, avec de grandes antennes. Celui-là a une antenne cassée. Là, il s'agit d'un mâle, parce qu'il a les antennes qui dépassent au-delà de l'apex des élytres. Voilà, ça, ce sont des trous de sortie de xylophage. L'œuf est pondu dans le bois et la larve va ronger le bois. Et en fonction de la dureté du bois, on va avoir des larves qui vont consommer le bois pendant 4 ans par exemple pour le hêtre, pour le chêne qui est un bois très dur. Donc la larve va mettre beaucoup plus de temps alors que ça, ce sont des larves. La larve de cet animal-là va décomposer le bois pendant 1 an. Et puis l'animal va repondre dedans. Alors il est rigolo parce qu'il a un cri. On va essayer de le faire chanter. C'est en frottant le corselet ici contre... Voilà. C'est assez rigolo comme... Alors lui c'est le grand morime noir, spécialiste du sol, du tremble, des bois tendres. Très beaux animaux. Grand capricorne. Voilà in natura ce que ça donne. On voit ici le bois décomposé. Voilà. Ça, c'est décomposé. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que ces animaux-là, tout simplement, ils vont le décomposer pour le remettre où? Tout simplement dans la litière. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ça va retourner dans les arbres au-dessus. Ça va refaire de l'humus, de la litière, d'où les arbres vont pouvoir repomper. C'est-à-dire qu'en fait, les insectes vont servir à la dynamique de la forêt et vont permettre aux autres arbres de mieux pousser. J'aimerais bien trouver une larve, on va bien la trouver. Elle doit être dans le bois un peu plus profonde. Les gens ne se rendent absolument pas compte de la nécessité de l'insecte
dans le fonctionnement des écosystèmes. Pour eux, l'insecte, c'est du superflu, quoi. C'est la chose qui embête, c'est pas nécessaire, hein, quoi. Ça peut servir une mouche. Hein, ça, dans la tête des gens, à quoi ça sert une mouche? À part venir nous voler autour, nous embêter. Et que, si, les mouches, elles vont participer au recyclage de la matière vivante. Dès qu'il y a un cadavre quelque part, c'est elles qui vont nettoyer. Ce sont des nettoyeurs. Nous, pour les remercier, on leur... Voilà, le réflexe, c'est l'insecte, on tue. On le déménage complet, on ne veut pas le voir. Par contre, on sait très bien par des études que quand il manque dans un endroit, ça a des répercussions. Qu'est-ce qui nous fera changer d'état d'esprit? Peut-être en ramenant le monde des insectes à un degré de compréhension accessible à tous. Récemment, un livre de fiction mettant en scène des fourmis a donné un formidable coup de projecteur sur ces fascinants insectes qui vivent en société depuis plusieurs millions d'années, bien avant notre première grotte aménagée. Alain protège depuis 5 ans une fourmilière géante de fourmis rousses. Les entrées principales. Il y a du monde. Il y a vraiment du monde. On va essayer de ne pas faire trop de massacre parce que... on va les mettre en colère un peu. Là, on va les appeler. Là, elles sont en train de balancer de l'acide formique. Elles relèvent l'abdomen et elles jettent des jets d'acide formique. Maintenant, on va sentir. Allez, va-t'en. Hop. Ah. C'est une odeur assez violente. Oh. En fait, cet acide formique, elles vont l'expulser, le jeter sur les chenilles, les insectes qu'elles veulent manger. Et elles les ont comme ça. Ça bombarde de partout. L'étranger est là. Alain a su garder sa fascination d'enfant pour la fourmilière. Comme son professeur de sciences naturelles de l'époque, il voit aujourd'hui dans l'insecte un formidable vecteur d'apprentissage de la vie. Ce qui me passionne là-dedans, ce sont les insectes. D'abord, comment ça fonctionne, comment ça marche, à quoi ça sert. Et c'est surtout d'essayer de le raconter aux enfants. De leur donner un autre regard sur la nature. Une expérience de regard. Parce que cette diversité est très importante. Et dans la différence, j'apprends, je m'enrichis de la différence. Et si on admet la différence, il y a quand même pas mal de choses dans nos sociétés qu'on gomme, qu'on va gommer. Notamment le racisme, la xénophobie, celui qui vient d'ailleurs. Chez les insectes, il y a tellement de diversité que je prends l'insecte comme outil pour arriver à parler de la différence et à exprimer à des enfants que dans la nature, la différence, c'est essentiel. Et que si c'est essentiel dans la nature, c'est essentiel pour l'homme. Allez, on va vous quitter. Alain a rejoint le centre de loisirs de Domazan-sur-Arize. Les enfants ont eu l'idée de creuser une petite mare. L'entomologiste pédagogue vient donc tout naturellement décrire les insectes qu'ils pourront y trouver. Et pendant près de 2 heures, Alain saura trouver les mots justes pour capter l'attention du groupe d'enfants, bien plus motivés au départ pour utiliser les outils du jardinier que pour apprendre le mode d'alimentation de la zézère du poirier. C'est bizarre parce qu'elle va rentrer dans le bois et elle va ronger le bois. Il y en a 2 comme ça, le Cossus gâte-bois, qui est un gros papillon que vous allez voir aussi, et les poiriers, la zézère du poirier, il y en a plein. Et cela ici. Alors ça, celui-là, vous allez le trouver dans les fleurs. Il y en a très souvent sur les boutons d'or.
là, ça s'appelle des cryptocéphales. Alors il y en a un là, celui-là vous le connaissez. Oui. Celui-là, il mange La salade. Non. ah, Les feuilles des patates. les feuilles des patates, ouais. C'est le dorifort. Celui-là, vous êtes sûr Oui. de le voir. Ah ouais, ça. Ici, vous en aurez dans le jardin, obligatoire. C'est trop beau ça. Celui-là, c'est pas une menthe religieuse. Celui-là, c'est une ampuse. C'est celui qu'on voit sur l'affiche de Microcosmos. Vous avez déjà vu Microcosmos? Eh ben voilà, sur l'affiche de Microcosmos, c'est cet animal-là. Et regardez, mais celui-là, vous n'allez pas le trouver ici. C'est-à-dire qu'un jardin que vous avez ici, vous allez trouver ces animaux-là. Mais si vous êtes à Perpignan, vous n'allez pas trouver les mêmes animaux. Et les carabes que vous allez trouver du côté de Perpignan, je vais vous en montrer un. Waouh, il est beau celui-là. Celui-là, il est exclusivement catalan. Voilà, il s'appelle le carabe rutilant. Ouais. Alors sentez l'odeur du carabe pour pas qu'on le mange. Ça s'appelle de l'acide butyrique. Butyrique, ça veut dire comme le beurre rance. Et c'est pour ça qu'ils ne se font pas manger par les prés. Et en plus, il avertit. Hein. Dans la nature, souvenez-vous d'une chose. Ça pique. Non, ça pique pas. Elle perd le celui de Perpignan. On l'appelle la jardinière, celui-là. C'est un carabe. Alors lui, il se nourrit d'escargots, les chenilles qui viennent manger les plantes. Ah ouais, c'est pas mal ça. Hein. Eh ben, lui, il va les manger. Il va tuer aussi quelques limaces. Oh, il va manger quelques vers de terre aussi, des trucs comme ça. Lui, c'est un prédateur, gros prédateur. Il mange en pagaille. Parce que les insectes, ça sert aussi à ça dans la nature. C'est à nettoyer tout ce qui meurt. Dès que quelque chose meurt dans la nature, et il nettoie. Alors quand c'est des bousiers, ben, ils mangent du caca. Et ouais, ben oui, il en faut bien, parce que sinon, ben, on serait dans la merde. Il y aurait du caca partout. La séance est finie et les questions fusent encore. Alain reviendra pour organiser une sortie vers un plan d'eau naturel pour collecter les premiers habitants de la mare du centre de loisirs. Du côté de Montpellier, Sylvie a commencé sa promenade journalière. Elle n'est pas à proprement parler une entomologiste. C'est une photographe professionnelle qui s'est prise de passion pour la photo d'insectes. Diablotin. C'est la larve de l'ampuse. L'ampuse, c'est la famille des menthes religieuses. Mais c'est beaucoup plus fin, c'est très surprenant comme bête et sa larve est extraordinaire. On l'appelle le diablotin. Elle a vraiment une allure extraordinaire. Elle est très très fine. On dirait un petit boxeur. Là, elle essaye d'impressionner. C'est en position de défense. Il joint les pattes avant comme le brigadier, ou comme on dit ici, la menthe religieuse. Se cache derrière ses pattes repliées. On dirait une créature de Dali. Ce qui est fascinant, c'est les insectes, c'est déjà leur fragilité et le fait que, en dehors de nos yeux, là, en dehors de nos regards, ils forment un monde complètement extraordinaire, qui est d'une richesse stupéfiante, d'une beauté qui est hors norme, sans limite d'imagination. On est toujours surpris, toujours étonné. Puis c'est une des formes de la vie, et une des formes les plus multiples, les plus extraordinaires. Avec des exemples d'adaptation tous plus surprenants les uns que les autres. Il faut savoir regarder le petit, l'infiniment petit. Il faut ouvrir les yeux, ce qu'on oublie souvent en vieillissant. Les gosses gardent cette capacité. Ils l'ont de façon innée. Ils fouillent partout, ils sont tout le temps en train de trouver des tas de choses superbes. Puis quand on est grand, quand on est adulte, souvent on a perdu cette capacité. Celle de s'émerveiller aussi. Les insectes, j'ai l'impression de faire durer ça un petit peu. Un bout d'enfance. Quand j'étais gosse, je passais mon temps à ça, regarder les fleurs, les plantes, les bestioles. Je fais durer, mais maintenant j'y donne un air sérieux. J'en fais mon métier.
par exemple, c'est une fleur de printemps. Et là, en automne, elle refleurit. C'est vrai que je fais toujours un état des lieux de ce qui est fleuri, de ce qui pousse, de ce qui sort, en même temps que je regarde les insectes. Là, il y a la sarriette d'automne qui est superbe en ce moment. Il y en a une grosse touffe là-bas. Je m'approche trop près. On a une région qui est merveilleuse, qui est d'une variété fabuleuse. Et une région sur laquelle je porte un regard qui est personnel, qui veut dire quelque chose, parce qu'il y a un attachement. Et les insectes, c'est à travers cette vision-là. Les insectes pour les insectes, hors tout contexte, ça m'intéresse un peu moins. On peut parler de passion plus que de photo. Et la photo, c'est un moyen d'en vivre, un moyen d'avoir un bon prétexte. Au lieu d'être enfermé dans un bureau, être dehors, aller observer les bêtes et les plantes. Ramener des photos à tout prix et des photos de tout, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est arriver à saisir certains moments privilégiés. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas, c'est la règle du jeu. Et je crois que c'est plus des outils qu'une fin en soi. La démarche artistique de Sylvie permet au grand public, à travers ses expositions et l'édition de livres, de posters et de cartes postales, d'appréhender la beauté du monde insecte. Quand on ramène une jolie photo, on est content. Quand on n'en ramène pas, on est content quand même parce qu'on a vu plein de belles choses. C'est bien de faire partager ses passions, enfin d'essayer. Partager sa passion. Léon a lui aussi choisi de transmettre par écrit ses connaissances sur les insectes. Il a rendez-vous aujourd'hui avec Hélène Schmidt des éditions Milan, chez qui va paraître son prochain livre sur les abeilles. Bonjour. Ça va Léon? Ça va? Ouais. Alors, les nouvelles. Je t'ai fait venir parce qu'on a quasiment terminé. Donc j'ai reçu toutes les illustrations. Ouais. Le maquettiste les a montées. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça, moi j'ai commencé... Ouais, vas-y, c'est à toi. Donc moi j'ai commencé à regarder, à mettre quelques petites annotations qui concernent la maquette. Ça c'est la couverture, donc on voit ce que ça va donner une fois imprimé. Le voile ouvrière, la reine et le faux bourdon. C'est superbe, c'est vraiment... Ici, on a un groupe d'alvéoles dans lesquels se trouvent des œufs et on voit la reine qui cherche visiblement un alvéole libre pour déposer un œuf. Donc elle est en train de pondre. Est-ce que tu penses que là, on verra suffisamment bien l'insecte? De toute façon, on n'avait pas trop le choix. On est sur une fleur jaune. Ben, elles sont souvent sur les fleurs jaunes aussi, hein, mais c'est vrai qu'on en voit une ici de toute façon, mais elle ressort bien. Hein, Ça pose va, pas de oui. problème. Oui, c'est bien, c'est suffisamment net, oui, tout à fait. Moi, j'ai eu envie de faire des livres parce que ça laisse des traces. D'abord, ça permet soi-même de mettre au clair ses connaissances
et de synthétiser la façon dont on les passe. Et peut-être que Hélène a appris des choses sur les insectes, mais moi, avec Hélène, j'ai appris beaucoup de choses aussi sur la façon de transmettre la pédagogie. C'est quelque chose qui n'est pas inné, même si on a envie de le faire, il faut savoir se structurer. C'est un travail d'équipe et qu'il faut arriver à cadrer la connaissance pour qu'elle passe. C'est très bien ça. Ensuite, ça c'est le rayon. Avec Léon Roger, ça se passe très très bien. Donc c'est vrai qu'il arrive à faire passer des informations très pointues et très précises de façon claire et pédagogique. Donc moi, c'est vraiment ce que je recherche. Et ensuite, bon, il y a une difficulté. La difficulté principale, c'est de ne pas dire trop de choses. Et c'est là aussi le rôle de l'éditeur, c'est d'arriver à sélectionner dans la masse d'informations fournies par l'auteur juste l'essentiel de ce qu'on va pouvoir dire aux enfants. C'est sec, c'est hyper sec. Hyper sec. Cette volonté de transmettre, commune à tous les entomologistes français, se traduit pour Alain par la création d'un réseau de spécialistes réunis autour d'un projet de photothèque, véritable encyclopédie en images des insectes de sa région. Il a été rejoint par son ami Paul Soto, qui est photographe. Tous deux vont prospecter une prairie particulièrement intéressante. C'est pour ça que dès que le milieu a été réouvert, c'est très très riche. Un paquet d'orchidées là-dessus, c'est fantastique. Et donc c'est là qu'il y a la petite zone labourée. Voilà, ouais. Labourée hier. Bah, tu vois, rien qu'à l'œil, déjà, on repère les surfaces qui ont été labourées, mais il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Oh, regarde, tu vois cette parcelle-là, en long, regarde la densité de l'herbe là-bas au fond, et celle-ci, là. C'est très très riche en nectar. On va faire le tour par là parce qu'on n'aura pas la clôture à sauter. Voilà. Oui, il y a du... C'est le moment des orthoptères en ce moment, c'est le moment des sauterelles. Là, par exemple, tu vois, tous les escargots au moins. Ah ouais, il va falloir les balancer au réseau, tous ces escargots, pour les faire déterminer. Je sais pas. Ouais, qu'à les prendre. Sylvain nous déterminera ça. Tiens. Déterminer les espèces, une tâche qui passe tout d'abord par la récolte. Alain utilise son filet, Paul son appareil. Alors au niveau de la photothèque, on va faire déterminer toutes les images par ceux qui sont le plus spécialisés. Et de toute façon, on marche toujours en réseau, c'est-à-dire qu'on se contacte à chaque fois qu'il y a une question qui se pose. Voilà. Ah, il doit y avoir du matos. Ah tiens, il y a une mante. Une belle femelle. Joli. Une belle femelle, tiens. Elle est bien pleine. Hein. Elle va nous faire l'horotèque là. Ah, c'est superbe quand même. Hein. Ouais. Vraiment, Tache noire au milieu, bien nette. ouais, ouais. Alors, on va la mettre sur le support sur lequel naturel. sur le support sur lequel elle était, certainement. On va essayer là. Alors attends, la chienne, tu l'as posée où là? Ah. Okay. Tu la vois? Ah oui, oui, oui. Bien. Okay. Les insectes vivent parfois dans des endroits bien particuliers. En connaisseur, Alain vient de repérer la galerie d'un petit animal qui se cache dans le crottin de cheval. Voilà, on va le dégager.
Ah là, l'animal, il fait un trou bien rond comme ça, et il descend, il fait une galerie, il enterre en fait le crottin de cheval, et on va aller le chercher parce qu'il doit être au fond. Il y en a qui trouvent ça pas ragoûtant, mais vous allez voir, l'animal... Il y a des fois on le perd, mais... Ah bah c'est pas un géotrupe. Surprise, c'est un coprice, lui. Alors là il fait le mort. Hein. Lui il va pas bouger. Bon. Là, on va lui tirer les pattes un peu. Il n'a pas envie de bouger. C'est une femelle. Hein. Les mâles, alors on reconnaît les mâles des femelles là, avec la corne qu'ils ont sur le nez, la corne tronquée qu'ils ont ici sur le clipéus, c'est les femelles, et une véritable corne comme un rhinocéros, ça c'est les mâles. Hop. Mais le chrono en marche. Le coprice lunaire. Joli nom. Pas envie de jouer la starlette. Il n'a pas envie, non. Allez. Rien à faire. Pourtant il est bel et bien vivant, hein, je vous garantis. Le voilà, ça y est, il s'en va. Voilà. Il faisait vraiment le mort. Hop, et on s'enterre. Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est la fin de la journée sur la prairie. Quelques dernières photos pour Paul. Peu à peu, les insectes diurnes vont se taire. Bientôt, la foule des insectes nocturnes va se mettre en marche. Notre menthe religieuse, quant à elle, profite des derniers rayons du soleil, pensant peut-être à sa succulente prochaine étreinte. Pour Alain, le travail n'est pas fini pour autant. En attendant la nuit, il travaille à la détermination d'insectes collectés lors d'un récent inventaire dans un secteur forestier de montagne. Alors là, je suis en train d'essayer de déterminer quelques espèces de coprophages, des Aphodius en particulier. Les caractères sont vraiment assez complexes à repérer. Alors quand on n'arrive pas à les déterminer avec des caractères phénotypiques comme ça, des formes ou des couleurs, on est obligé d'aller sortir le sexe, ce qu'on appelle l'édéage, pour pouvoir le comparer aux édéages que nous avons sur les bouquins. Parce que sinon, je n'arriverai pas à le déterminer comme ça. Les caractères ne sont pas... Je peux me tromper avec une autre espèce. Donc la seule façon de pouvoir le déterminer, c'est de lui extraire l'édéage. Eh bien, on va tout simplement aller voir dans les références que j'ai. Donc, on va chercher les Aphodius. Alors là, j'ai assez peu de références dans celle-là. Peut-être on va la trouver là-dedans. Alors ça, ce sont les Aphodius qui sont dans le coin, les mêmes familles. Pour moi, la passion, c'est quand on ne peut pas s'en empêcher. C'est malgré qu'on soit branché sur autre chose, dès que je vois un insecte, je ne peux pas m'en empêcher. C'est le réflexe du scorpion sur le crocodile. Mais pourquoi tu m'as piqué, maintenant tu vas mourir? Ben, je sais pas, je ne peux pas m'en empêcher. C'est ça la passion. Pour moi. Après, chacun sa passion. Mais dès que je suis au contact de ces choses-là, ben, je suis scotché, quoi.
Alors j'ai jamais essayé de savoir pourquoi en réalité. Bon, c'est la curiosité, je crois. Au départ, c'est de la curiosité. Je suis dans un autre univers en réalité. C'est tout simplement, ouais, aller dans un autre univers. Je change totalement d'univers. Changer d'univers, c'est ce qui se passe avec l'arrivée de la nuit. On croit souvent que les insectes du jour sont les plus nombreux, et c'est exactement le contraire. Ben, comme très souvent, le soir j'allume ce qu'on appelle un piège lumineux, c'est-à-dire avec des rayons ultraviolets, on attire le maximum d'insectes qui vont voler la nuit. Et ça me permet de pouvoir faire l'inventaire des insectes qui sont ici sur le coin, sur la vallée. Et il suffit de regarder et puis d'observer. Et puis on se rend compte que en voyant cette diversité, on connaît très peu de choses de la vie qui nous entoure, de juste ce qui nous entoure. Je ne parle pas de très loin, je parle de ce qu'il y a autour de nous. On connaît très peu de choses. Pas besoin effectivement de partir en Afrique assister à la chasse des lions. Ce soir, les frelons ont grand faim de papillons de nuit. Scène de nuit ordinaire. La curée a lieu simplement à une autre échelle. L'entomologie est-elle conciliable avec la vie des hommes ? L'entomologie est conciliable avec tout, je crois. Ça dépend comment on la vit. C'est vrai que beaucoup d'entomologistes remercient leurs femmes pour les avoir secondées dans leur passion, avoir accepté leur passion, parce que c'est vrai que c'est bouffant. Mais ça, c'est le fait de tout passionner, que ce soit les insectes, que ce soit n'importe quoi. Moi, ma porte d'entrée, c'est les insectes. Je pense que quand on vit une passion, quand on vit quelque chose de fort, ça me donne des informations sur ce que je pense être la vie, pas ma vie, la vie en général, la vie avec un grand V. Ben, c'est fait de tout ça, c'est fait avec tout ça. Ben, j'essaye d'apprendre à vivre avec eux, mais j'apprends tous les jours. Je ne connais pas les insectes, j'apprends tous les jours.